2 heures après avoir enterré mon fils de 8 ans, mon téléphone a sonné avec un appel qui a changé ma vie pour toujours. La voix tremblante de son institutrice peinait à se contenir lorsqu'elle m'a dit « Madame, j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir de vos propres yeux. Venez à l'école tout de suite et rejoignez-moi dans la salle des professeurs. Ne le dites à personne de votre famille, ni à qui que ce soit d'autre. C'est dangereux. » Quand je suis enfin arrivée à l'école, la silhouette que j'ai vue devant la porte m'a fait frissonner de la tête aux pieds. Je n'aurais jamais pu imaginer que la personne qui coinçait l'institutrice à l'intérieur était mon propre mari. Mais avant d'en arriver à ce moment, laissez-moi commencer par le début. Et comme le narrateur de ma chaîne a l'habitude de le dire, avant que l'histoire ne commence, laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous écoutez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que cette histoire touche plus de monde. 2 heures après avoir mis mon fils Léo en terre, la maison ressemblait à un enfer glacial. L'odeur entêtante des lits et des couronnes funéraires se mélangeait à l'odeur de terre humide accrochée à l'ourlet de ma robe noire. Les gens allaient et venaient dans le salon, murmurant des mots de condoléances qui sonnaient creux et lointains, comme s'ils parlaient du fond d'un tunnel. Ils disaient que je devais accepter la volonté de Dieu, que Léo était maintenant en paix au paradis. Mais aucune de ces phrases ne pouvait apaiser la douleur qui me déchirait la poitrine. Comme si quelqu'un me l'ouvrait de l'intérieur. Léo n'avait que 8 ans. C'était un garçon en bonne santé, agité, courant toujours d'un endroit à l'autre avec une énergie contagieuse. Le médecin avait dit que c'était une crise cardiaque massive, un cas rare, une anomalie. Je n'y croyais pas, mais je n'avais plus la force de discuter. Je me suis réfugiée dans ma chambre, assise au bord du lit, fixant d'un air absent la photo encadrée où Léo souriait fièrement, tenant un trophée d'athlétisme entre ses mains. Dehors, mon mari Antoine recevait et disait au revoir aux visiteurs avec les yeux rouges, le visage enflé et les épaules affaissées, comme s'il portait le poids du monde sur son dos. Tout le monde louait la force d'Antoine. Il disait qu'il était un mari exemplaire et un père admirable qui restait debout uniquement pour soutenir sa femme brisée. À travers la porte entr'ouverte de la chambre, je l'ai vu serrer dans ses bras M. Lambert, le président de la fondation où Léo allait à l'école. L'homme plus âgé lui tapotait fermement le dos, offrant un réconfort comme un père consolant son fils. Cette scène aurait dû m'émouvoir, mais quelque chose s'est retourné dans mon estomac. Une vague de nausées que je ne pouvais pas expliquer. C'est à ce moment-là que mon téléphone posé sur la couette a commencé à vibrer. L'écran allumé affichait le nom de Madame Valérie, l'institutrice de Léo. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi m'appelait-elle à un tel moment? Elle avait été à l'enterrement. Je l'avais moi-même vue pleurer près du cercueil. D'une main tremblante, j'ai glissé mon doigt sur le bouton vert et porté le téléphone à mon oreille. La voix à l'autre bout du fil était si basse qu'elle ressemblait à un murmure noyé dans la peur. La respiration de Madame Valérie était saccadée, comme si elle se cachait dans un placard sombre. Elle m'a demandé d'écouter attentivement, disant qu'elle ne pouvait pas se répéter. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose que je devais voir de mes propres yeux, quelque chose qui avait été oublié dans le tiroir du bureau de Léo. Sa voix s'est brisée quand elle m'a supplié de venir à l'école immédiatement et de l'attendre dans la salle des professeurs. Elle a insisté sur une condition qui m'a glacé le sang. Je ne devais le dire à personne, pas même à ma famille. Elle a répété que c'était dangereux, que je ne pouvais faire confiance à personne d'autre qu'elle. J'ai senti mon cœur se mettre à battre avec une force incontrôlée. Le chagrin qui m'avait paralysé s'est soudainement transformé en une alerte aiguë qui a percé le brouillard de la douleur. Il y avait quelque chose d'urgent, quelque chose de sombre lié à mon fils. Je l'ai senti dans la façon dont Valérie respirait à l'autre bout du fil, dans le désespoir contenu de ses mots. Mon instinct maternel, celui qui jusqu'alors n'avait heurté qu'un mur d'impuissance face à la mort, s'est allumé avec une clarté brutale. J'ai essuyé mes larmes du revers de la main, je me suis forcée à me lever et j'ai pris une profonde inspiration. Je devais y aller. Je devais savoir ce qu'il y avait de si dangereux dans ce qu'elle avait trouvé. Je suis sortie de la chambre en traînant les pieds, feignant une fatigue encore plus lourde que celle que je ressentais vraiment. Je me suis approchée d'Antoine, qui parlait encore à M. Lambert sur le porche.
J'ai murmuré que j'avais un terrible mal de tête, que je devais aller à la pharmacie du coin chercher mes médicaments contre la migraine parce que je les avais laissés dans la voiture, et que je voulais prendre l'air. Antoine m'a regardé avec une tendresse qui aurait convaincu n'importe qui. Il a proposé d'y aller à ma place, mais je l'ai gentiment repoussé, lui disant que j'avais besoin de 15 minutes seule pour me vider la tête. Monsieur Lambert a souri, me conseillant de ne pas tarder, que la brise du soir n'était pas bonne pour quelqu'un de si affaibli. J'ai acquiescé d'un signe de tête, et je me suis dirigée vers ma voiture. Alors que je conduisais vers l'école de Léo, la ville semblait s'étirer à l'infini. Une fine bruine a commencé à tomber, faisant briller l'asphalte des reflets jaunâtres des lampadaires. Mon esprit était un tourbillon. Qu'est-ce que Valérie avait trouvé? Pourquoi avait-elle si peur? Et pourquoi m'interdisait-elle de parler à Antoine? Jusqu'à ce moment, il avait été un père exemplaire, attentif, patient, dévoué. Je me répétais sans cesse qu'il ne pouvait pas être impliqué dans quelque chose de dangereux. Cependant, une petite graine de doute a commencé à percer, lente et tenace, comme des racines fissurant le béton. Des scènes des derniers mois que je n'avais pas voulu regarder de trop près me sont revenues en mémoire. Les maux de ventre de Léo, sa fatigue soudaine, les après-midi où il s'endormait dans des coins au hasard. Je me suis souvenu de la façon dont Antoine insistait pour s'occuper personnellement de ses médicaments et de la colère qu'il éprouvait quand je suggérais d'emmener le garçon chez un autre médecin que celui de la famille, ce lointain cousin de M. Lambert, qui, selon eux, connaissait mieux l'histoire de Léo que quiconque. Tout cela, qui n'avait été jusqu'alors qu'un bruit de fond, a commencé à s'aligner dans ma mémoire comme les pièces d'un puzzle sinistre. L'école avait l'air inquiétante la nuit. Le portail principal était entrouvert, comme si quelqu'un l'avait laissé ainsi exprès. Je n'ai pas vu le gardien de sécurité dans sa guérite. Peut-être faisait-il sa ronde. Ou peut-être n'y avait-il tout simplement pas de service de nuit, car les cours étaient suspendus suite au décès de Léo. J'ai garé la voiture loin, à l'ombre d'un platane massif, pour que personne ne reconnaisse le véhicule depuis la rue. J'ai traversé la cour en courant sous la bruine, le cœur battant dans ma gorge, et je me suis dirigée vers le bâtiment où se trouvait la salle des professeurs, au 2e étage. Le couloir de cet étage était complètement sombre, éclairé seulement par la faible lumière montant des jardins extérieurs. Cependant, je pouvais distinguer un filet de lumière s'échappant de la fente inférieure de la porte de la salle. Elle était ouverte de quelques centimètres. Valérie devait être à l'intérieur. J'ai accéléré le pas, mais plus je m'approchais, plus l'air devenait oppressant. Tout mon corps me disait que quelque chose n'allait pas. Le silence était si épais que seuls mes pas, amplifiés par le carrelage, pouvaient être entendus. La voix de Léo m'est revenue à l'esprit, me disant combien Madame Valérie était affectueuse, combien il l'aimait. Si elle en était arrivée à ce point de peur, ce devait être quelque chose de très grave. Je me suis arrêtée devant la porte entr'ouverte et j'ai retenu mon souffle avant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce que j'ai vu a paralysé mon cœur. Madame Valérie était acculée près des classeurs. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés de terreur, et tout son corps tremblait comme une feuille. Elle avait les mains levées dans un geste de supplication, comme pour demander grâce. Devant elle, dos à moi, se tenait un homme en chemise noire que je ne connaissais que trop bien. Sa posture, la façon dont il déplaçait son poids sur une jambe, même la faible odeur de son eau de Cologne qui flottait dans le couloir, était insupportablement familière. L'homme tenait un petit objet noir dans sa main, un appareil qui ressemblait à une clé USB ou un disque portable. Il parlait à Valérie d'un ton bas, chargé de menaces, une voix froide et tranchante sans la moindre trace d'affection. C'était une voix si différente de celle que j'entendais tous les jours à la maison que pendant une seconde, j'ai refusé de le croire. J'ai poussé doucement la porte. Les gonds ont grincé, trahissant ma présence. L'homme s'est retourné instantanément, alerte, et la lumière blanche du néon a illuminé son visage en entier. Mes jambes se sont dérobées, et j'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. C'était Antoine, mon mari, le père de mon fils fraîchement enterré. Antoine m'a regardé sans surprise, comme s'il avait calculé depuis le début la possibilité que je puisse me présenter là. Son expression, qui un instant auparavant était de glace pure,
s'est lentement transformé en un masque de douleur contenue, le même qu'il avait porté toute la journée devant la famille et les amis. Il a dissimulé le petit appareil noir, le faisant glisser sur le côté, essayant de le cacher à ma vue. J'ai regardé Valérie, qui pleurait maintenant en silence, les lèvres tremblantes et les mains toujours levées. Mon esprit refusait de comprendre. Antoine était censé être à la maison à recevoir les gens, à pleurer avec moi. Que faisait-il ici? Pourquoi menaçait-il l'institutrice de notre fils? Qu'y avait-il dans cet appareil de si important? Le silence est devenu suffocant. Je pouvais entendre le bourdonnement du climatiseur et les légers sanglots étouffés de Valérie. Antoine a brisé la tension, s'approchant de moi d'un pas calme, comme quelqu'un se tenant devant un animal effrayé pour l'apaiser. Son visage a de nouveau changé, devenant celui d'un mari fragile, brisé par le chagrin. Il a ouvert les bras comme pour me serrer dans les siens, et d'une voix rauque, il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je vienne à l'école. Il a prétendu qu'il était seulement venu parce qu'il ne supportait pas d'être à la maison, entouré des souvenirs de Léo. Il a prétendu qu'il était allé chercher les affaires du garçon, qu'il voulait les mettre en sécurité avant que l'équipe de nettoyage ne vide les bureaux le lendemain. Son explication semblait raisonnable, presque touchante, et si je n'avais pas vu la scène de quelques secondes plus tôt, je me serais peut-être effondrée dans ses bras sans rien remettre en question. Mais l'image de Valérie, acculée par la peur dans ses yeux, restait gravée dans mon cerveau. J'ai cherché le regard de l'institutrice. J'avais besoin d'une confirmation, d'une fissure de vérité au milieu de tant de mensonges. Valérie tremblait. Ses yeux passaient d'Antoine à moi, comme si elle était à un carrefour mortel. Quand Antoine la regardait de côté avec cette lueur menaçante que je n'avais jamais vue auparavant, elle s'est empressée d'acquiescer. D'une voix brisée, elle a confirmé sa version. Oui, Antoine est venu chercher les affaires de Léo. Nous nous souvenions quel bon garçon il était. Je savais qu'elle mentait. La sueur froide qui perlait sur sa tempe, ses doigts agrippant l'ourlet de sa jupe jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Tout la trahissait. Antoine a glissé son bras autour de mes épaules et a serré trop fort avec une insistance qui faisait mal. Il a dit que nous devrions rentrer à la maison, que ce n'était pas bon pour moi d'être dans un endroit qui ne faisait que rouvrir la blessure si longtemps. Sur la table se trouvait une boîte en carton avec des dessins, des cahiers et quelques crayons de Léo. D'un geste presque imperceptible, Antoine a glissé le petit objet noir dans la poche de son pantalon. Il pensait que je ne le remarquerais pas, mais je l'ai vu clairement. Avant de partir, il s'est dirigé le premier vers la porte. Dans ce court instant, Valérie s'est précipitée vers moi. Elle a fait semblant d'arranger mon foulard, qui était légèrement de travers à cause de la pluie. Et ses doigts glacés ont frôlé mon cou. J'ai senti qu'elle glissait quelque chose à l'intérieur du pli du tissu près de mon épaule. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens. J'y ai vu un appel désespéré et un avertissement urgent. Ses lèvres ont bougé sans faire de bruit, mais j'ai pu lire clairement les mots qu'elle articulait. « Fuyez !» Mon cœur s'est emballé. Je me suis forcée à paraître calme. J'ai hoché la tête comme pour la remercier de son geste et j'ai fait un pas en arrière. Antoine s'est retourné, nous observant avec une certaine méfiance. Il a demandé ce que nous disions. J'ai répondu rapidement que Valérie me demandait juste d'être forte, de prier et de prendre soin de ma santé. Il a semblé convaincu. Il a pris ma main et nous avons quitté la pièce, laissant Valérie derrière nous, seule au milieu de cette salle silencieuse, rigide comme une statue de cire sur le point de fondre sous la chaleur de la peur. Le trajet du retour a été un voyage vers une exécution invisible. Antoine conduisait avec un calme étudié, s'essuyant les yeux de temps en temps, comme quelqu'un qui sèche des larmes. Il a mis de la musique classique à bas volume, le même genre qu'il écoutait quand il voulait se détendre. Mais pour moi, cela sonnait comme la marche funèbre de mon propre destin. J'étais assise sur le siège passager, regardant la pluie frapper le verre de plus en plus fort. Je sentais le papier plié dans le pli de mon foulard, comme s'il s'agissait d'une pierre brûlante. Je voulais le lire sur le champ, mais j'avais peur qu'Antoine ne le remarque. Je l'ai regardé de côté. L'homme avec qui j'étais mariée depuis 10 ans me semblait soudain un parfait inconnu. J'ai repassé les derniers mois dans mon esprit. Les plaintes de Léo pour des maux de ventre, sa faiblesse soudaine,
les longues siestes qui n'étaient pas normales pour un enfant en bonne santé, et surtout l'insistance d'Antoine pour que seul le médecin de confiance de la famille puisse le soigner. Quelque chose d'horrible prenait forme dans mon esprit. Quand nous sommes arrivés à la maison, l'atmosphère était plus calme. La plupart des personnes en deuil étaient reparties. Seuls quelques parents restaient, rassemblant des chaises dans le jardin. J'ai dit que je me sentais étourdie et que j'avais besoin de m'allonger. Antoine a proposé de me faire un thé chaud, mais j'ai répondu que je voulais juste dormir. Je suis entrée dans la chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis appuyée contre elle, essayant de contrôler ma respiration. J'ai attendu d'entendre ses pas s'éloigner vers la cuisine. Puis, avec des mains tremblantes, j'ai sorti le petit papier caché dans mon foulard. C'était une page arrachée d'un cahier d'école avec une écriture précipitée, presque illisible. Je l'ai lu sous la faible lumière de la lampe de chevet. Léo n'avait pas de problème cardiaque. Ils ont changé ses médicaments pour de faibles doses de poison, vérifié l'ours en peluche dans sa chambre. Il a enregistré quelque chose avant de mourir. Soyez prudente. Votre mari est dangereux. Le monde s'est effondré sur moi. Mes genoux ont perdu leur force, et je me suis laissée tomber par terre. Mon bébé, mon petit Léo, n'était pas mort d'une maladie mystérieuse. Il l'avait empoisonné petit à petit, et la personne qui l'avait fait était dans ma cuisine en ce moment même, préparant du thé, prétendant être un père brisé. La douleur insupportable qui m'avait déchirée jusqu'alors s'est transformée en quelque chose de plus dur et de plus aigu. La rage. Mes larmes ont séché instantanément. J'ai compris que les pleurs pouvaient attendre. Ce qui ne pouvait pas attendre, c'était la vérité. Je me suis relevée tant bien que mal, et je suis sortie de la chambre sur la pointe des pieds, me dirigeant vers la chambre de Léo, qui était à côté de la suite parentale. J'ai ouvert la porte avec précaution. L'odeur d'eau de Cologne pour bébé et de lotion flottait encore dans l'air, si familière qu'elle me serrait le cœur. Tout était comme il l'avait laissé. Les blocs de construction par terre, les posters de super-héros sur les murs, les livres de contes éparpillés sur la table de nuit. Assis sur le lit se trouvait son grand ours en peluche marron, celui qu'il serrait chaque nuit pour dormir, le cadeau que je lui avais fait il y a 2 ans pour son anniversaire. Je me suis approchée de l'ours et j'ai caressé sa fourrure douce avec des mains tremblantes. J'ai remarqué quelque chose d'étrange sur son dos, une couture un peu épaisse, comme si quelqu'un l'avait ouverte et refermée à la hâte avec des points maladroits. Je me suis souvenu qu'on lui avait appris à coudre à l'école et qu'il s'entraînait parfois sur ses jouets. Je suis allée au bureau, j'ai ouvert un tiroir et j'ai pris un coupe-ongle avec une petite lime en métal. Je suis retournée vers l'ours et j'ai commencé à le découdre avec précaution. Au milieu du rembourrage en fibre blanche est apparu un petit enregistreur numérique. Un jouet d'espion que mon ami Julien lui avait donné il y a longtemps. Léo adorait jouer au détective. J'ai ressenti un frisson en appuyant sur le bouton de lecture. La voix de Léo semblait faible et rauque, très différente de celle, joyeuse, qui remplissait la maison. Aujourd'hui, j'ai encore eu mal au ventre après que papa m'a donné le médicament rouge. Il a un goût vraiment amer, pas comme celui que maman me donne. J'ai peur de le dire à maman. Après, papa se fâche comme cette fois-là. Papa dit que c'est une super vitamine pour me rendre fort, mais je me sens de plus en plus mal à chaque fois. L'audio a continué avec le son d'une porte qui s'ouvre et des pas lourds qui s'approchent. Puis j'ai clairement entendu la voix d'Antoine parler au téléphone avec quelqu'un. Son ton était calme, presque ennuyé. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Lambert. J'ai déjà augmenté la dose. Le gamin ne passera pas la semaine prochaine. Dès qu'il mourra, l'héritage de son grand-père sera débloqué sur le compte du tuteur, c'est-à-dire le mien. Ensuite, on partage 50-50 comme convenu. Assurez-vous juste que les papiers pour la propriété de la fondation soient prêts à changer de nom. » L'enregistrement s'est coupé. Le silence dans la pièce est devenu assourdissant. J'ai couvert ma bouche de mes 2 mains pour contenir un cri qui luttait pour sortir. Tout tournait. Mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé 10 ans de vie, avait empoisonné notre fils pour garder l'argent de l'héritage que mon père avait laissé au nom de Léo. Et le respectable monsieur Lambert, président de la Fondation pour l'éducation, était son complice. C'étaient des monstres, pas des hommes. À cet instant, la poignée de la porte de la chambre a commencé à bouger. Quelqu'un essayait d'entrer,
mais j'avais verrouillé. Chloé. J'ai entendu la voix d'Antoine de l'autre côté. Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Tu es là-dedans? Ouvre. Son ton n'était plus celui d'un mari doux. Il y avait de la dureté, de la suspicion, une menace voilée. Il a cogné à la porte avec insistance. Ouvre, Chloé. Ne me force pas à la défoncer. J'ai reculé, serrant l'ours et l'enregistreur contre ma poitrine. J'étais piégée. Le meurtrier de mon fils était de l'autre côté de la porte. Et le plus terrifiant, c'est qu'il savait que je connaissais déjà son secret. Les coups contre la porte sont devenus brutaux. Chaque impact faisait vibrer les tableaux sur le mur. Antoine hurlait mon nom d'une voix défigurée par la rage et la panique, un rugissement qui mêlait désespoir et cruauté. Je savais que dès qu'il réussirait à entrer, ma vie ne tiendrait qu'à un fil. Antoine n'était plus mon mari. C'était un animal acculé, prêt à détruire tout ce qui pourrait l'exposer. J'ai glissé l'enregistreur dans la poche intérieure de ma tunique. La seule chose que j'avais maintenant pour exiger justice, je devais trouver une autre issue. La porte était hors de question. Il ne restait que la fenêtre. La chambre de Léo était au 2e étage. Je me suis souvenu du platane qui poussait à côté de la maison, avec ses branches épaisses qui s'approchaient assez près du petit balcon de la chambre. Plus d'une fois, j'avais grondé Léo pour avoir osé y grimper. Maintenant, cette espièglerie enfantine pourrait me sauver la vie. J'ai couru à la fenêtre, j'ai déverrouillé le loquet avec des mains tremblantes et je l'ai ouverte en grand. L'air nocturne, lourd de pluie, m'a frappé le visage comme un seau d'eau glacée. Dehors, l'orage s'était intensifié. Des éclairs illuminèrent le jardin pendant quelques secondes. Le tonnerre masquait les coups qu'Antoine portait à la porte. Le craquement du bois m'a averti que la porte ne tiendrait pas longtemps. Sans me donner le temps de réfléchir, j'ai grimpé sur la balustrade du balcon et j'ai cherché une branche de l'arbre avec mon pied. Elle était humide et glissante, mais c'était ça ou mourir là-dedans. Je me suis lancée, m'agrippant à la branche des 2 mains. L'écorce rugueuse m'a égratigné les paumes, mais j'ai tenu bon. Ma tunique trempée s'est accrochée à une fine branche. J'ai tiré de toutes mes forces jusqu'à entendre le bruit du tissu qui se déchire. Ça n'avait pas d'importance. La seule chose importante était de descendre. Juste au moment où mes pieds ont enfin touché l'herbe boueuse du jardin, j'ai entendu un fracas à l'étage. Antoine avait défoncé la porte de la chambre. J'ai levé les yeux et je l'ai vu dans l'encadrement de la porte, baigné par la lumière du plafonnier. Il a couru sur le balcon et s'est penché, cherchant dans l'obscurité, jurant bruyamment. Je me suis plaquée contre le tronc de l'arbre, retenant mon souffle. Un éclair a illuminé la cour pendant 1 seconde. S'il avait regardé en bas à ce moment-là, il m'aurait vu. Mais le rideau de pluie rendait la visibilité difficile, et furieux, il est rentré dans la chambre, pensant peut-être que je me cachais encore là. Je n'ai pas perdu 1 seconde. Pieds nus, les pieds s'enfonçant dans la boue, j'ai longé le mur latéral de la maison et je me suis dirigée vers le portail du jardin arrière, celui qu'utilisait le jardinier. Je savais que dès qu'Antoine découvrirait que je n'étais pas dans la chambre, il fouillerait toute la maison, puis sortirait me chercher. Je devais mettre le plus de distance possible entre nous avant qu'il ne réveille les gardiens de sécurité ou n'appelle l'un de ses contacts. Monsieur Lambert avait des amis partout. Je ne savais plus à qui je pouvais faire confiance. Chaque ombre ressemblait à un ennemi. Chaque tronc d'arbre a une silhouette à l'affût. Le cœur battant et les larmes se mêlant à la pluie sur mon visage, j'ai réussi à ouvrir le petit portail arrière et je suis sortie sur le chemin sombre qui longeait l'arrière du lotissement. Il n'y avait personne. J'ai couru sans regarder en arrière, l'enregistreur serré dans ma poche jusqu'à ce que j'atteigne une avenue principale à environ 1,5 km. Mon téléphone, trempé dans ma poche, a vibré plusieurs fois. J'ai supposé que c'était Antoine. J'ai refusé de répondre. Je ne pouvais pas lui laisser le moindre indice de l'endroit où je me trouvais. M'abritant sous l'auvent d'un magasin fermé, à bout de souffle, j'ai sorti mon mobile avec des doigts engourdis par le froid. J'ai vu 10 appels manqués d'Antoine. Je les ai ignorés et j'ai cherché un nom dans ma liste de contacts. Julien, mon meilleur ami depuis le lycée, la seule personne en qui je pouvais avoir confiance, un journaliste d'investigation, têtu et habitué à traiter des affaires sales. J'ai composé son numéro avec des mains tremblantes,
priant pour qu'il ne dorme pas. Ça a sonné 1 ou 2 fois, puis j'ai entendu sa voix endormie. « Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je ne pouvais pas donner trop d'explications. La voix brisée par les pleurs, j'ai à peine réussi à chuchoter. « Julien, aide-moi. Antoine a tué Léo. Je suis près de la station-service sur l'autoroute. Viens me chercher. Ne pose pas de questions pour l'instant. Viens vite !» J'ai raccroché avant qu'il ne puisse réagir et j'ai éteint le téléphone pour que personne ne puisse suivre ma position. Je me suis recroquevillée dans un coin sombre à côté du volet métallique du magasin, serrant mes genoux, tremblant de peur et de froid, espérant que Julien arriverait avant qu'Antoine ne me trouve. 15 minutes ont semblé durer 15 ans. Chaque lumière de voiture qui s'approchait me faisait arrêter le cœur un instant, m'attendant à voir le SUV noir d'Antoine. Cependant, finalement, une vieille berline grise s'est arrêtée devant moi. La vitre du passager s'est baissée, et j'ai vu le visage inquiet de Julien. J'ai sursauté et je suis montée dans la voiture sans dire un mot, claquant la portière. Je devais avoir l'air pitoyable, trempée, couverte de boue, un désastre total. Mes mains égratignées et mon visage pâle comme un fantôme. Julien m'a jeté un rapide coup d'œil. Il a compris que la situation était grave et a démarré en trombe sans poser de questions. À l'intérieur de la voiture, le contraste du chauffage m'a fait frissonner encore plus. Ce n'était pas seulement le froid, c'était mon corps qui déchargeait l'adrénaline. Julien m'a passé sa veste de la banquette arrière et a couvert mes épaules. Il conduisait d'une main tout en serrant la mienne de l'autre, essayant de transmettre le calme. J'ai commencé à tout lui raconter, de l'appel de Madame Valérie, la scène à l'école, la double vie d'Antoine, jusqu'à l'enregistrement caché dans l'ours de Léo. Chaque mot était comme cracher du verre brisé. Quand j'ai joué l'audio, il a arrêté la voiture sur le bas-côté et a écouté attentivement, son visage se transformant à mesure que les phrases d'Antoine et de Monsieur Lambert sortaient du petit appareil. Quand ce fut fini, il a frappé le volant de rage, laissant échapper des jurons contre Antoine et Lambert. Puis il a réécouté l'enregistrement, mais cette fois avec l'esprit froid d'un journaliste. Il a dit que c'était une preuve très solide, mais aussi très dangereuse. Monsieur Lambert n'était pas n'importe qui. Il avait une influence politique, des contacts dans la police et sûrement des avocats coûteux. Si nous nous présentions simplement dans un commissariat de quartier, l'enregistreur pourrait disparaître. Ou pire, il pourrait nous faire taire avant que nous n'ouvrions la bouche. Il a décidé de m'emmener dans un endroit sûr, un petit appartement en périphérie de la ville qui avait appartenu à son oncle décédé, un endroit que même sa famille ne savait pas qu'il utilisait encore occasionnellement. Cet appartement deviendrait notre refuge et notre centre d'opération. En chemin, Julien a allumé la radio pour briser le silence oppressant. Au début, des informations sur le trafic ont été diffusées, puis le présentateur a interrompu avec un bulletin urgent. Le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans la cour d'une école primaire de la rue des Lilas. La victime a été identifiée comme une enseignante, initiale V, S. L'hypothèse préliminaire pointe vers un possible suicide après avoir sauté du 3e étage du bâtiment de l'école. J'ai senti le sang s'arrêter de circuler. J'ai commencé à crier dans la voiture. « Valérie, ils l'ont tué !» J'ai sangloté. Antoine et Monsieur Lambert l'ont tué, et maintenant ils disent que c'était un suicide. La culpabilité m'a fouettée avec une violence pire que n'importe quel coup physique. Si j'étais allée plus tôt, si j'avais essayé de la faire sortir de l'école avec moi, peut-être serait-elle encore en vie. Mais je l'avais laissée là, seule, face à ces monstres. J'ai pleuré de tout mon corps en frappant le tableau de bord. Julien s'est arrêté, a coupé le moteur et m'a serré fort dans ses bras, me laissant évacuer cette douleur impossible. Au milieu de mes pleurs, quelque chose à l'intérieur de moi a changé. La douleur a cessé de m'écraser et s'est durcie en une détermination froide et aiguë. Mes larmes ont séché. Je me suis éloignée de Julien et j'ai regardé la route sombre devant moi. Je me suis souvenue du regard de Valérie quand elle a murmuré « Fuyez ». Elle ne pouvait pas être morte en vain. Ni Léo. Il ne suffisait pas qu'Antoine et Lambert aillent en prison. Non. Ce serait trop facile pour eux. Ils devaient ressentir la peur, l'impuissance, la honte. Ils devaient voir leur vie détruite comme ils avaient détruit la mienne.
J'ai regardé Julien avec une nouvelle résolution. Je lui ai dit avec un calme qui m'effrayait même que je ne voulais pas seulement une justice légale. Je voulais ruiner la vie de ces hommes jusqu'à la racine, leur faire respirer la même terreur qu'ils avaient fait vivre à Léo et Valérie. Julien a soutenu mon regard pendant quelques secondes et a hoché la tête en silence, acceptant ce pacte sombre entre nous deux. Nous avons décidé de ne pas aller à la police pour l'instant. Avant cela, nous avions besoin de plus de preuves, quelque chose de si indéniable que ni l'influence ni les avocats ne pourraient le renverser. L'enregistrement seul pourrait être rejeté comme un faux. Nous devions obtenir la bouteille de poison qu'Antoine avait utilisée sur Léo, la preuve matérielle du crime. Nous étions sûrs qu'il ne la détruirait pas immédiatement par vanité, par confiance excessive en son impunité, ou simplement par négligence. Cette nuit-là, dans le petit appartement poussiéreux, nous avons cessé d'être des victimes et sommes devenus des chasseurs. J'ai coupé mes cheveux jusqu'aux épaules, j'ai jeté ma robe noire déchirée et j'ai mis des vêtements simples qui avaient appartenu à l'oncle de Julien. La Chloé soumise, l'épouse docile, était morte avec mon fils. L'aube pointait à peine lorsque nous nous sommes assis pour planifier mon retour dans la fosse aux serpents, non pas comme une épouse repentante, mais comme un fantôme venant déterrer leur secret. Nous savions qu'Antoine travaillait comme directeur des opérations dans le bâtiment administratif de la Fondation de Lambert. Chaque vendredi, une entreprise de nettoyage externe effectuait un nettoyage en profondeur des bureaux. Ce serait ma porte d'entrée. Julien, expert pour s'introduire dans des endroits où il n'était pas invité, a piraté le système de l'entreprise de nettoyage et m'a inscrite sur la liste du personnel temporaire avec une fausse identité. Il m'a transformée en Sadia, une agente d'entretien avec des accréditations et un uniforme. Devant le miroir de la salle de bain de l'appartement, j'ai noué un foulard bleu foncé, un de ceux pratiques utilisés par les femmes qui travaillent de longues heures, et j'ai enfilé l'uniforme bleu clair, légèrement trop grand pour moi. J'ai mis des lunettes à monture épaisse et j'ai poudré mon visage de manière inégale, ternissant mes traits. La femme qui se reflétait n'était plus Chloé. C'était quelqu'un d'autre. Julien a garé la voiture à 2 rues du bâtiment de la Fondation. Je suis sortie en poussant un chariot avec des seaux, des balais et des serpillières, me fondant dans le reste du personnel de nettoyage entrant par la porte de service. Le gardien nous a à peine regardés. Il n'a même pas levé les yeux pour enregistrer nos visages. Nous, les gens d'en bas, sommes invisibles. J'ai passé le contrôle de sécurité sans problème en utilisant la carte clonée que Julien avait préparée à partir d'un employé négligent. J'ai pris le monte-charge jusqu'au 12e étage où se trouvait le bureau d'Antoine. Le couloir était moqueté, silencieux et froid. J'ai poussé le chariot jusqu'à la double porte avec le panneau directeur des opérations. J'ai passé la carte dans le lecteur. La lumière est passée au vert et la serrure a cliqué. Je suis entrée. Le bureau était spacieux et élégant, avec des meubles en bois sombre et une grande fenêtre donnant sur une partie de la ville. Sur le mur derrière le bureau était accrochée une photo de nous, Antoine, Léo et moi, souriant dans un parc. J'ai eu envie de l'arracher d'un coup de griffe. Antoine n'avait pas accroché cette photo par amour, mais dans le cadre de son masque d'homme de famille exemplaire. Je savais, parce que je l'avais vu une fois par accident, que derrière un tableau abstrait sur un autre mur se trouvait un coffre-fort caché. J'ai retiré le tableau avec précaution et il y avait le panneau numérique. J'ai dégluti difficilement. Le code était la date de naissance de Léo. L'ironie me retournait l'estomac. J'ai composé 1703 et la lumière verte s'est allumée. J'ai ouvert le coffre-fort, m'attendant à y trouver la bouteille de poison. Elle n'y était pas. Il y avait des liasses de billets, des titres de propriété au nom d'Antoine, des passeports avec différents tampons, des papiers transférant des terrains de la Fondation à des comptes privés. C'était de la pure corruption, mais ça ne prouvait toujours pas le meurtre. J'ai pris des photos avec la minuscule caméra cachée dans un de mes boutons, une par une, ne laissant rien d'enregistré. Puis j'ai entendu des rires et des pas s'approcher dans le couloir. La panique m'a frappée comme un coup de chaleur. J'ai fermé le coffre-fort, j'ai raccroché le tableau, un peu de travers à cause de la hâte, et je me suis cachée derrière un grand canapé près du bureau en faisant semblant de nettoyer les plaintes. La porte s'est ouverte. Antoine et une jeune femme très apprêtée dans une robe moulante et des talons hauts sont entrés. C'était Sophie, sa secrétaire,
que j'avais toujours vu trop proche de lui. Ils n'ont pas remarqué ma présence, protégée par la hauteur du dossier du canapé et l'ombre d'un classeur. Ce que j'ai entendu ensuite m'a brûlé de l'intérieur. Antoine ne semblait pas être un homme en deuil. Il riait avec Sophie en versant du whisky dans 2 verres. Elle s'est assise de manière aguicheuse sur le bord du bureau et lui a caressé le bras. Ils ont parlé de la mort de Léo comme s'ils commentèrent la clôture satisfaisante d'une affaire commerciale. Sophie lui a dit que sa performance à l'enterrement avait été parfaite, que même M. Lambert avait été impressionné par son jeu de père affligé. Antoine s'est enorgueilli, disant que se débarrasser de ce gamin maladif avait été la meilleure chose pour son avenir. Il l'a traité de fardeau, d'une source de dépenses qui empêchait l'argent de l'héritage d'affluer entre ses mains. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. J'avais envie de sortir et de les rouer de coups, mais je savais que je perdrais. Au lieu de cela, j'ai activé le petit microphone d'enregistrement que j'avais dans la poche de mon pantalon et j'ai laissé chaque mot de cette conversation être enregistré. Ils ont parlé d'un voyage en Europe qu'ils prévoyaient de faire quand tout se calmerait et que les millions arriveraient sur son compte. Ils se sont moqués de moi, de ma fuite désespérée. Antoine a dit qu'il ne tarderait pas à trouver mon cadavre quelque part, que tout le monde croirait que j'étais devenue folle de chagrin. Il m'a traité de faible, d'inutile sans lui. Et il n'y a rien qu'il puisse prouver, a-t-il ajouté en embrassant la tempe de Sophie. J'ai déjà envoyé la bouteille de poison pour qu'elle soit incinérée avec les déchets médicaux ce matin. Aucune trace. Cette phrase a été un coup bas. La bouteille, notre espoir, n'existait plus. Mais nous avons obtenu quelque chose de tout aussi puissant. Un aveu arrogant. La confession qu'ils croyaient avoir gagnée. Quand ils sont finalement partis déjeuner, j'ai attendu plusieurs minutes dans ma cachette jusqu'à ce que je sois sûre. Avant de partir, j'ai sorti de ma poche la petite voiture que Léo avait l'habitude de transporter dans son sac à dos, quelque chose que j'avais gardé depuis la veille, et je l'ai laissé au milieu du bureau, juste au-dessus des dossiers organisés d'Antoine, pour qu'il sache que son passé revenait le hanter. Je suis retournée à l'appartement avec Julien, et nous avons écouté l'enregistrement ensemble. Julien a dû sortir sur le balcon pour fumer afin de ne pas exploser. Il savait que l'audio était dévastateur. Bus était toujours le fruit d'un enregistrement illégal, et il pourrait essayer de le faire rejeter au tribunal. Nous avions besoin qu'il se saborde en public, qu'il se trahisse devant des témoins, des caméras et des microphones. Le moyen le plus efficace de faire commettre des erreurs à un criminel est de provoquer la peur. Et nous savions qu'Antoine, aussi froid soit-il, avait une faille. La terreur du surnaturel, du karma, de la punition des choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Il y a des années, lorsque nous étions jeunes mariés, il m'avait avoué que les histoires de fantômes le terrifiaient, qu'il était obsédé par l'idée que les mauvaises actions revenaient, multipliées. Il avait essayé de noyer cette peur dans le cynisme et l'argent, mais elle était toujours là. Julien avait réussi à pirater le système domotique de notre maison. Lumière, caméra, audio, climatisation, tout ce qu'Antoine avait installé pour se sentir en sécurité. Nous allions l'utiliser pour le rendre fou. Le soir même, la hantise a commencé. Depuis l'écran de l'ordinateur portable, nous l'avons observé sur la caméra du salon, alors qu'il se versait verre après verre, mal à l'aise, jouant avec la petite voiture de Léo que quelqu'un avait laissée sur son bureau. À minuit, Julien a fait clignoter les lumières du salon. Antoine s'est levé, perplexe, et est allé vérifier les interrupteurs. Quand il a semblé se calmer, il est monté dans la chambre. Nous avons baissé la température de la climatisation à 15 degrés. Nous l'avons vu frissonner dans son lit, découvert. Puis, à travers les haut-parleurs du plafond, nous avons diffusé un petit rire doux de Léo mélangé au bruit blanc du ventilateur. Antoine s'est redressé instantanément, les yeux écarquillés, cherchant la source du son. Il a demandé à haute voix qui était là. Nous avons coupé l'audio. Nous avons répété le jeu les nuits suivantes, en augmentant peu à peu l'intensité. Nous ne l'avons jamais laissé dormir plus d'un moment à la fois. Le 3e jour, alors qu'il se douchait, nous avons rempli la salle de bain de l'enregistrement des gémissements de Léo quand il avait mal au ventre, ce fragment qui était également resté sur le petit enregistreur. L'écho sur le carrelage le rendait fantomatique. Antoine est sorti de la salle de bain en glissant, s'accrochant aux meubles, trempé et le visage blanc comme du marbre.
Il a commencé à crier pour qu'on le laisse tranquille, que ce n'était pas possible. Blâmer Sophie était sa prochaine étape. Il a commencé à l'appeler nerveusement, l'accusant de jouer des tours cruels. La méfiance a germé entre eux. Le point culminant de notre plan a coïncidé avec le gala de la Fondation, qui devait se tenir dans un hôtel de luxe. Monsieur Lambert devait prononcer un discours et Antoine devait recevoir un prix en tant que père exemplaire pour avoir continué à soutenir l'institution malgré la tragédie. Le titre de la reconnaissance me retournait l'estomac. Julien a trouvé une brèche dans le réseau Wi-Fi de l'hôtel et a accédé au système de projection et de sonorisation. Ils avaient prévu une vidéo émouvante avec des photos de Léo. Nous en avons préparé une très différente, une compilation de leur propre pourriture. La nuit de l'événement, Julien et moi avons tout regardé depuis une camionnette garée sur le parking avec plusieurs écrans connectés aux caméras de l'hôtel. Nous avons vu Antoine entrer à côté de Monsieur Lambert. Antoine avait l'air défait, hagard, voûté, tournant la tête de temps en temps, comme s'il craignait de trouver un spectre dans son dos. Sophie était là aussi, belle mais agacée, soumise à ses sautes d'humeur. Quand Antoine est monté sur scène pour recevoir le prix, le public l'a applaudi. Il a pris le micro et a commencé à parler de combien son fils lui manquait avec le ton brisé qu'il avait également répété. J'ai donné le signal à Julien. L'écran géant derrière Antoine, qui était censé montrer une animation avec le visage souriant de Léo, s'est rempli de bruit blanc et un grincement aigu a envahi les haut-parleurs. Puis l'image a changé pour un fond rouge intense et des lettres énormes sont apparues comme écrites avec du sang. Je sais ce que vous avez fait. La salle de bal est devenue absolument silencieuse. Antoine est devenu pâle comme un cadavre. À ce moment-là, nous avons déchaîné à travers les haut-parleurs l'enregistrement de sa conversation avec Sophie, celle où il traitait Léo de gamin maladif et se vantait d'avoir détruit la bouteille de poison. Les participants sont restés bouche bée. On a entendu des exclamations, des chaises qui traînaient, des murmures indignés. Sophie s'est levée, chancelante, sur le point de s'évanouir. Monsieur Lambert s'est levé, rouge de rage et de honte. Antoine a essayé de prendre le contrôle du micro, criant que tout était un coup monté, qu'on le calomniait, mais sa voix s'est noyée dans la vague de reproches et de flashs d'appareils photo. Le pire pour lui est arrivé quand il a vu Monsieur Lambert chuchoter quelque chose au chef de la sécurité. Il a compris en une seconde qu'il prévoyait de l'utiliser comme bouc émissaire, de le laisser seul, face à l'opinion publique, pour sauver l'image de la Fondation. « Vous !» a crié Antoine depuis la scène, en montrant Lambert du doigt. « C'est vous qui avez tout planifié. Le partage de l'héritage, l'argent, le poison. Si je tombe, vous tombez avec moi. » Cette accusation, capturée par les téléphones portables et les caméras de télévision, serait impossible à effacer. Le gala a tourné au chaos. Antoine s'est échappé par la sortie de service, poursuivi par les journalistes. Lambert a essayé de contrôler la situation, mais le scandale avait déjà éclaté sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Cependant, nous savions que ce n'était pas suffisant. Les avocats pourraient alléguer le stress, le délire, un deepfake numérique. Nous avions besoin d'une scène finale, plus claire, avec eux décrivant leurs crimes eux-mêmes pendant que quelqu'un écoutait officiellement. Cette nuit-là, nous sommes retournés à l'appartement sans célébrer. Nous savions qu'un animal blessé est un animal dangereux. Antoine était maintenant un paria social, mais toujours libre. Lambert était acculé, mais avec des ressources. La phase suivante du plan consistait à les monter l'un contre l'autre, à leur faire croire que l'autre les trahissait. Julien a préparé 2 téléphones prépayés, impossibles à tracer. Sur l'un, nous avons prétendu être Antoine et avons envoyé un SMS à Lambert. J'ai des copies signées de tous les papiers de détournement d'actifs. Si vous ne m'aidez pas à sortir de la ville ce soir et ne me donnez pas ma part, ils vont chez le procureur de la République demain. Retrouvez-moi à l'ancien entrepôt de la Fondation sur les quais à 2 heures du matin, seul, où nous coulons ensemble. Nous savions que Lambert était paranoïaque et n'oserait pas ignorer cette menace. Sur l'autre téléphone, nous avons prétendu être un émissaire de Lambert et avons envoyé un message à Antoine. « Monsieur Lambert veut arranger ça. Il a préparé un bateau pour vous faire sortir du pays ce soir. Il veut que vous apportiez tous les documents et preuves que vous avez pour les détruire.
Il vous attend à 2 heures du matin à l'ancien entrepôt de la Fondation sur les quais. La police bouge déjà. C'est maintenant ou jamais. Ne soyez pas en retard. Antoine, désespéré, sans allié et convaincu que le monde entier le poursuivait, verrait ce message comme sa dernière bouée de sauvetage. À 2 heures du matin, sous une pluie battante, Julien et moi étions déjà à l'intérieur de l'entrepôt sur une mezzanine métallique au 2e étage avec une vue parfaite sur l'espace principal. C'était un grand bâtiment abandonné près de la jetée. Ça sentait la rouille et l'eau de mer croupie. Julien avait placé des caméras et des microphones cachés connectés à un serveur sécurisé auquel un de ses contacts de la brigade criminelle avait également accès. Cette fois, la police était dans la boucle. Il savait que 2 hommes dangereux s'y rencontraient pour parler d'argent sale. Il n'avait qu'à attendre qu'ils en disent assez, puis à entrer. Une berline noire est arrivée la première. Nous avons vu Lambert sortir avec une mallette et 2 gardes du corps. Il les a laissés dehors, leur faisant signe d'attendre. Il est entré dans l'entrepôt avec la main droite dans sa veste. Il n'était pas difficile d'imaginer qu'il tenait une arme. Son visage était de pierre, tendu par la rage et la peur. Quelques minutes plus tard, la porte a de nouveau grincé. Antoine est entré depuis l'obscurité. Il portait une chemise froissée, le regard perdu. On aurait dit qu'il avait vieilli de 10 ans en 2 jours. Il s'est avancé vers Lambert avec un mélange d'espoir et de haine. « Où est le bateau ?» a-t-il demandé d'une voix brisée. « Vous avez dit que vous me feriez sortir d'ici ?» Lambert a laissé échapper un rire sec. « Un bateau. Tu crois vraiment qu'après ce que tu as fait à l'hôtel, je vais t'aider à t'échapper? Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu es un boulet. » Antoine le regarda avec incrédulité. « Mais vous m'avez envoyé un message. » « Je ne t'ai rien envoyé, » l'interrompit Lambert. « Le seul message que j'ai reçu est le tien, menaçant avec les documents. Tu les as apportés? Donne-les-moi, et peut-être que j'envisagerai de laisser ton cadavre apparaître entier, pas en morceaux et dans des sacs. » La confusion d'Antoine se transforma en fureur. Il comprit que quelqu'un d'autre tirait les ficelles, mais sa haine envers Lambert était plus forte que son instinct de survie. « Alors, tu vas me tuer comme on a tué Léo ?» cracha-t-il. « Vas-y, mais souviens-toi, tu es tout aussi responsable que moi. Tu m'as procuré le poison. Tu m'as dit d'augmenter la dose. Tu l'as fait pour couvrir tes dettes de jeu. N'ose pas me pointer du doigt. Tu étais le père, » rugit Lambert. « Tu as mis le poison dans sa bouche tous les soirs. Je t'ai juste dit de régler le problème de l'héritage. »« Ne fais pas le saint, vieille hypocrite » cria Antoine. « Nous sommes de la même racaille. » Chaque mot était enregistré par les microphones et diffusé en direct au contact de Julien à la police. Il n'y avait aucune place pour l'interprétation. Ils étaient là, admettant leur participation au meurtre d'un enfant et au détournement de fonds. Soudain, Lambert sortit son arme et la pointa sur la tête d'Antoine. « C'est fini. Adieu. Imbécile inutile. » Avant qu'il ne puisse tirer, les sirènes de police ont brisé le silence de la nuit. Des lumières rouges et bleues filtraient à travers les fissures de l'entrepôt. Une voix au mégaphone leur a ordonné de jeter leurs armes et de se rendre. Lambert sursauta, regardant vers l'entrée. Antoine profita de cette distraction pour se jeter sur lui. Les deux roulèrent sur le sol. L'arme vola dans un coin où elle était hors de portée pour les deux. Depuis notre cachette, nous avons observé le combat brutal. Antoine, plus jeune et plus fort, a frappé Lambert encore et encore jusqu'à le rendre inconscient. Mais il n'avait aucune intention de se rendre. Il se leva en titubant et chercha une sortie du regard. Ses yeux se levèrent vers la mezzanine où nous étions. Un reflet sur l'objectif de la caméra a trahi notre présence. Nos regards se sont croisés. Pour la première fois depuis que j'avais fui la maison, Antoine me vit. Le foulard bleu avait glissé, laissant mon visage visible. Ses traits se contractèrent en une grimace de haine absolue. « Chloé !» rugit-il, reconnaissant enfin le fantôme qui le hantait. Fou de rage, il a chargé dans les escaliers, ignorant les cris de la police qui entrait déjà par une autre porte. Julien m'a attrapé le bras. « Cours !» me dit-il. « Par la porte du toit. » Nous sommes sortis sur le toit de l'entrepôt sous une pluie torrentielle. Le vent a failli nous renverser.
De là, nous pouvions voir la jetée et quelques voitures de patrouille en bas. De l'autre côté du bâtiment se trouvait un escalier de secours en métal menant à un palier. Nous nous y sommes dirigés, mais la porte du toit s'est ouverte d'un coup de pied. Antoine est apparu avec une barre de métal à la main, saignant de la tête, les yeux écarquillés et sauvages. Julien s'est interposé, essayant de l'arrêter. Antoine lui a asséné un coup brutal au bras avec la barre. J'ai entendu un craquement horrible. Julien est tombé au sol, criant de douleur, serrant son bras pendant. J'ai couru vers lui, mais Antoine m'a attrapé par le foulard et m'a tiré en arrière. J'ai senti mon cuir chevelu prendre feu de douleur. Il m'a traîné vers le bord du toit, m'utilisant comme bouclier quand il a vu plusieurs officiers essayer de monter de l'autre côté. « Un pas de plus et je la jette !» a-t-il crié, en pressant la barre contre mon cou. L'officier s'est arrêté. La pluie nous trempait tous. Je respirais avec difficulté, sentant le métal froid sur ma gorge, mais je n'avais plus peur comme avant. J'en avais fini. Antoine m'a forcé à descendre l'escalier de secours avec lui. Nous avons atteint un vieux SUV garé entre des conteneurs maritimes, sûrement volés. Il m'a poussé sur le siège passager, a attaché mes mains à la poignée du toit avec sa propre cravate et s'est assis au volant. Il a démarré en trombe, renversant la clôture, et s'est engagé sur l'avenue avec plusieurs voitures de police à ses trousses. Les voitures de police ont suivi avec des sirènes hurlantes. Antoine conduisait comme s'il ne tenait ni à sa vie ni à la mienne. Il a brûlé des feux rouges, a accroché des rétroviseurs d'autres voitures, a heurté des flaques d'eau qui nous ont fait déraper dangereusement. J'ai heurté mon épaule contre la porte en essayant de me libérer, mais la cravate était trop serrée. « Tu ne t'échapperas pas, » ai-je dit, la voix rauque. « Tais-toi, » murmura-t-il. « Je ne vais pas redevenir pauvre. Je ne vais pas pourrir en prison. Nous allons loin. Tu comprends, Chloé ? Loin. » Il a pris un viaduc surélevé qui était en construction. Le sol était glissant à cause de la pluie et la route se rétrécissait à cause de blocs de ciment. Devant, des éclairs de voitures de police pouvaient être vus bloquant notre passage. Antoine a donné un coup de volant pour éviter le barrage, mais la voiture a perdu de l'adhérence. Le monde a tourné plusieurs fois. Le véhicule a dérapé, a heurté le mur de soutènement de côté et s'est écrasé. Les airbags se sont déployés. J'ai senti un impact violent sur ma tête et une douleur brûlante à la tempe. Étourdi, je pouvais distinguer Antoine à côté de moi, saignant du nez, une jambe coincée entre les débris du tableau de bord. Malgré tout, il continuait de bouger. Il a ouvert la portière en titubant et m'a traîné dehors, me saisissant par les poignets. Dehors, la pluie continuait de tomber sans pitié. Il nous a tirés près du bord du viaduc, où à peine quelques pas nous séparaient du vide. En bas, le courant sombre d'une rivière urbaine rugissait. Plusieurs voitures de patrouille ont encerclé le véhicule, pointant leurs armes sur nous. Antoine a pressé un morceau de verre brisé contre mon cou, juste au-dessus de la carotide. J'ai senti la pointe acérée me couper la peau et un filet de sang chaud glisser le long de mon col. La police lui a crié de se calmer, de me laisser partir. Le négociateur a parlé à travers un mégaphone pour essayer de gagner du temps. Antoine, délirant, a exigé un hélicoptère, de l'argent, une route dégagée. C'était absurde. Il savait qu'il n'avait aucune issue, mais il s'accrochait à ce fantasme comme un noyé à une branche. Je l'entendais respirer lourdement juste derrière moi, le verre pressé contre ma gorge. Et pourtant, à ce moment-là, mon esprit s'est rempli d'une étrange sérénité. J'ai arrêté de trembler. J'ai vu son reflet dans une flaque d'eau. L'homme que j'avais aimé était méconnaissable, dévoré par l'ambition et la peur. J'ai pensé à Léo, à son petit corps dans le cercueil, à Valérie tombant du 3e étage de l'école. Il n'avait pas eu le choix. Moi, si. J'ai jeté un rapide coup d'œil à ses pieds. La jambe droite d'Antoine était visiblement endommagée. Le tissu du pantalon déchiré révélait des blessures profondes, le sang mêlé à de l'eau sale. C'était son point faible. J'ai rassemblé toutes les forces qu'il me restait. J'ai inspiré profondément, sans me soucier que le verre approfondisse un peu plus la coupure. Soudain, j'ai rejeté la tête en arrière et j'ai mordu l'avant-bras qui tenait le verre avec toute ma rage accumulée. J'ai enfoncé mes dents dans sa chair jusqu'à ce que je goûte le sang.
Antoine a poussé un cri déchirant. Par réflexe, il a desserré sa main et le verre a glissé de ses doigts. Sans perdre une seconde, j'ai levé la jambe et je l'ai frappé de toutes mes forces dans le genou endommagé. Un claquement horrible a résonné. Le cri d'Antoine fut encore plus aigu qu'auparavant, un hurlement presque inhumain. Son corps a perdu l'équilibre et il est tombé sur le côté sur le trottoir trempé en se tordant de douleur. J'ai sauté en arrière, en trébuchant, mais finalement hors de sa portée. La police a profité de la confusion. Plusieurs agents ont couru vers nous et m'ont éloigné du bord du pont. D'autres se sont jetés sur Antoine, qui donnait des coups de pied et se débattait en essayant d'attraper n'importe quoi. Un des officiers a dû lui tirer dans l'autre jambe quand il a essayé de lui arracher son arme. Tout est devenu confus. Des voix, des lumières, des mains. Ils m'ont assise par terre, m'ont enveloppée dans une couverture thermique. Un ambulancier a pressé une gaze sur la blessure de mon cou. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé pendant qu'il soulevait Antoine sur une civière, menotté, saignant, défiguré. Quand il est passé à côté de moi, nos regards se sont de nouveau croisés. Il n'y avait plus d'arrogance, ni de supériorité, ni de haine, seulement une peur pure. Peut-être pour la première fois, il a compris que tout était fini. Julien est apparu peu de temps après, le bras en écharpe, le visage contusionné. Il s'est approché tant bien que mal et a passé son bras valide autour de moi. À ce moment-là, je me suis enfin permis de pleurer. Mais mes larmes n'étaient plus seulement de douleur, elles étaient aussi de soulagement. Le lendemain, les journaux ont parlé en détail du réseau de corruption et de meurtre impliquant Antoine et M. Lambert. Des fragments des enregistrements ont fuité. Des images du scandale au gala. Des photos des deux menottés. L'opinion publique s'est retournée contre eux. Le procureur de la République a agi. Les comptes bancaires ont été gelés. Les actifs saisis. Cependant, la sanction légale n'était qu'une partie du règlement de compte. La vie ou le destin s'est chargé du reste. À l'hôpital de la prison où Antoine a été admis, les médecins ont découvert que la jambe écrasée dans l'accident s'était gravement infectée. La combinaison de verre, de boue et de débris d'asphalte avait introduit des bactéries dans le sang. En quelques heures, les tissus ont commencé à pourrir. Pour lui sauver la vie, ils n'ont eu d'autre choix que d'amputer sa jambe droite au-dessus du genou. À son réveil de l'anesthésie, Antoine a découvert qu'il ne marcherait plus jamais de la même façon. Il a pleuré, crié, les a suppliés de lui rendre ce qu'il avait perdu. C'était une ironie brutale. Lui, qui avait détruit le corps de son propre fils, endommageant ses organes avec du poison, voyait maintenant son propre corps mutilé. Dans ce lit d'hôpital, lié à un fauteuil roulant, la même personne qui se croyait invincible, qui méprisait les faibles, se voyait convertie pour toujours en ce qu'il méprisait le plus. Monsieur Lambert ne s'en est pas sorti indemne non plus. Lors de sa première déclaration officielle au bureau du procureur, la tension a fait monter sa pression artérielle. Il a subi un accident vasculaire cérébral massif. Il a survécu, mais la moitié de son corps est resté paralysé. L'homme qui dominait les scènes avec des discours émouvants, qui manipulait les politiciens et les hommes d'affaires avec sa faconde, a été réduit à émettre des sons inintelligibles, à baver, cloué au lit dans l'infirmerie de la prison. Ses biens ont été confisqués. Sa famille s'est lavé les mains de lui par honte. Il est devenu dépendant de mains étrangères, même pour manger et aller aux toilettes. C'était la ruine totale de son orgueil. Sophie, la secrétaire et maîtresse d'Antoine, a tenté de fuir. Elle a été arrêtée à l'aéroport en essayant de quitter le pays avec des bijoux et de l'argent liquide avant les enquêteurs. Elle a trahi Antoine sans une seconde d'hésitation, remettant des registres de transfert et des emails compromettants. Elle croyait que cela réduirait sa peine, mais elle n'a pas pu se soustraire à la responsabilité d'avoir collaboré à la dissimulation et d'avoir profité de l'argent. Elle a fini condamnée à 20 ans de prison. En prison, loin des costumes coûteux et des hôtels de luxe, sa beauté a cessé d'être un privilège et est devenue une cible pour l'envie et l'agression. Julien et moi avons suivi les nouvelles avec un mélange de rage satisfaite et d'épuisement. Nous n'avons jamais célébré leur souffrance, mais nous n'avons pas non plus ressenti de pitié.
Rien de ce qui leur est arrivé ne se rapprochait de la douleur d'un enfant empoisonné par son propre père ou de la terreur d'une enseignante jetée d'un 3e étage pour avoir dit la vérité. Cependant, au moins, ils n'étaient donc plus intouchables. Un jour, j'ai été convoquée à l'hôpital de la prison pour compléter mon témoignage. En marchant dans le couloir gardé, j'ai vu Antoine à travers une fenêtre, assis dans un fauteuil roulant. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il était, plus mince, plus vieux, avec un regard perdu. Quand il a réalisé que j'étais là, il a lentement tourné la tête. Nos regards se sont croisés une fois de plus. Il a commencé à pleurer en silence. Ses lèvres ont bougé, essayant de former des mots que je ne pouvais pas entendre. Des excuses peut-être, des larmes qui arrivèrent trop tard. Pour la première fois, je n'ai ressenti aucune haine, seulement un vide serein, une distance infranchissable. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, assez longtemps pour qu'il comprenne que j'étais toujours debout, que j'avais survécu à tout ce qu'il avait essayé de détruire. Puis je me suis retournée et j'ai continué mon chemin. Je n'avais plus rien à lui dire. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit d'orage sur le viaduc. Le temps, bien que lent, a commencé à refermer les blessures. Les cicatrices sont restées, mais elles ne saignaient plus. Un matin, par un ciel clair, je me suis regardée dans le miroir de ma nouvelle maison, plus petite et plus simple que la précédente, mais pleine de paix. J'ai mis un foulard doux de couleur crème et j'ai lissé le tissu avec des mains fermes. La femme dans le miroir n'était plus la mère qui pouvait à peine se tenir debout à l'enterrement de son fils. C'était quelqu'un d'endurci par la tragédie, oui, mais aussi qui s'en était relevé. À côté de moi, derrière dans le reflet, j'ai vu Julien passer avec une pile de papier et faire une blague stupide pour détendre l'atmosphère. Ce jour-là, la sentence finale serait lue. Dans la salle d'audience, bondée de journalistes, de représentants d'associations pour l'enfance et de curieux, l'atmosphère était dense. Je me suis assise au premier rang. Julien, en costume et le bras entièrement rétabli, s'est installé à côté de moi et m'a pris la main. Puis les juges sont entrés. Les murmures ont cessé. 2 officiers ont poussé le fauteuil roulant d'Antoine jusqu'au banc des accusés. Il avait la tête baissée. Le banc adjacent était vide. L'avocat de Lambert le représentait car le vieil homme ne pouvait plus bouger. Plus loin, sur une autre chaise, Sophie tremblait, pâle. Le procureur a fait un bilan ferme de toutes les accusations. Homicide aggravé sur mineur, meurtre d'un témoin clé, corruption, blanchiment d'argent. La présidente du tribunal, une femme d'âge mûr aux yeux sévères, a commencé à lire la résolution. La salle gardait un silence respectueux. Ces mots, bien que formels, avaient la force d'une pierre jetée dans l'eau. Elle a déclaré Antoine coupable de tous les chefs d'accusation et, soulignant la cruauté et la préméditation de ses actes, elle a dicté la peine maximale. La mort. Des halètements ont été entendus, des exclamations, un Dieu merci à peine contenu au fond de la salle. Antoine a commencé à trembler. Il s'est effondré, pleurant d'un sanglot laid et désespéré qui n'a ému personne. Monsieur Lambert a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La juge a noté que bien que malade, sa responsabilité morale et légale était absolue. Son corps brisé passerait le reste des années qu'il lui restait dans un lit de prison. Le tribunal a infligé 20 ans de prison à Sophie. Quand la juge a frappé le marteau 3 fois, j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi se refermer enfin. Le chapitre juridique était clos. En sortant du palais de justice, l'air frais de la rue avait un goût différent. Ce n'était pas la liberté absolue, car rien ne ramènerait Léo. Mais c'était un premier pas vers une vie dans laquelle mon fils n'était pas seulement une victime, mais aussi la graine de quelque chose de bon. Tout l'argent impliqué dans l'héritage de mon père et dans les combines d'Antoine et Lambert a été récupéré après un long processus juridique au cours duquel Julien s'est démené. L'État avait l'intention d'en garder une bonne partie, mais nous avons réussi à prouver que c'était le patrimoine de Léo. Malgré tout, il était clair pour moi que je ne pouvais pas garder cet argent pour moi. Je le voyais taché de sang. J'ai décidé de le transformer en quelque chose qui honorerait mon fils. Nous avons trouvé un vieil immeuble en périphérie de la ville et l'avons entièrement rénové. À l'entrée, nous avons accroché une enseigne colorée. La maison de Léo,
Fondation pour la protection et l'éducation de l'enfance. Je voulais que cet endroit soit un refuge pour les enfants maltraités, abusés ou abandonnés. Ceux que personne ne croyait ou n'écoutait. Un endroit où ils pourraient dormir sans peur, étudier, jouer, avoir des psychologues, des enseignants, de l'affection. J'ai parcouru les couloirs fraîchement peints, ornés de dessins d'enfants. Dans la cour, un groupe d'enfants jouait au football. D'autres se relayaient sur les balançoires. Leur rire résonnait comme un écho bienveillant dans ma poitrine. Dans le hall principal, nous avons accroché une grande photo de Léo souriant et, à côté, une de Madame Valérie. Avec une partie de l'argent, nous avons également financé la rénovation de l'école où elle avait travaillé, y compris une nouvelle bibliothèque nommée la Bibliothèque Valérie, afin que son nom reste lié à l'éducation et non à la tragédie. À la tombée du soir, quand le soleil a commencé à colorer le ciel d'orange, Julien et moi sommes allés au cimetière. Les tombes de Léo et de Valérie étaient l'une à côté de l'autre, à l'ombre d'un magnolia aux fleurs blanches odorantes qui se penchait protecteur sur elles. L'herbe était verte et bien entretenue, ornée de fleurs fraîches que des anonymes laissèrent de temps en temps. Je me suis accroupie devant la pierre tombale de Léo, passant mes doigts sur son nom gravé dans le marbre. Cette fois, il n'y avait pas de désespoir dans mes yeux comme avant. Il y avait de la nostalgie, oui, mais mêlée à une nouvelle paix. « C'est fait, mon amour », ai-je chuchoté. « Nous avons obtenu justice. Ils ne feront plus de mal à personne. Ton argent sert maintenant à protéger d'autres enfants. Tu n'as plus à avoir mal. Tu peux jouer autant que tu veux là-haut. » Le vent a doucement agité les branches de l'arbre, et quelques pétales blancs sont tombés sur la tombe. J'ai fermé les yeux et j'ai prié longuement et profondément, offrant à Dieu ma gratitude, mon chagrin et toute la vie de mon fils. Quand j'ai fini, je me suis relevée. C'est alors que j'ai vu quelque chose au bout du chemin de gravier. À une dizaine de mètres, au milieu de la lumière dorée du coucher du soleil, la silhouette d'un garçon s'est dessinée. Il portait un pyjama avec le dessin du super-héros préféré de Léo, la même tenue que je lui avais mise la dernière nuit qu'il a passée à la maison. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux brillants comme toujours. Il n'avait pas l'air malade ou fatigué. Au contraire, il rayonnait de santé et de joie. Je n'ai ressenti aucune peur. Il m'a regardé avec un immense sourire, si lumineux que ça en faisait presque mal. Il a levé la main droite et m'a salué d'un petit geste. Un au revoir. Et je vais bien, maman. J'ai senti une seule larme couler sur ma joue. J'ai répondu au salut d'une main tremblante et d'un sourire qui, pour la première fois depuis longtemps, était sincère. « À bientôt, mon chéri », ai-je murmuré. La silhouette de Léo s'est estompée peu à peu avec la lumière du soleil couchant jusqu'à disparaître, mais la chaleur qu'il a laissée dans ma poitrine est restée. Il était en paix. Je pouvais enfin accepter que je ne le serrerais plus dans mes bras, mais aussi qu'il ne souffrait pas. Je me suis retournée. Julien m'attendait à quelques pas en arrière, sans poser de questions. Avec cette patience silencieuse qu'il avait toujours eue avec moi, il m'a tendu la main. Je l'ai prise fermement. Nous sommes sortis du cimetière côte à côte, laissant derrière nous des années de douleur, de peur et de culpabilité. Devant moi, la ville allumait ses lumières une par une, comme si un nouveau rideau s'ouvrait. J'avais toute une vie devant moi, pleine d'enfants qui auraient besoin de protection, d'histoires qui méritèrent d'être entendues, de blessures que je pourrais peut-être aider à guérir. Je n'étais plus seulement la mère qui a perdu son fils, ni l'épouse trahie. J'étais Chloé, la femme qui a traversé la tempête et est restée debout, fondatrice de la maison de Léo et défenseur des enfants qui n'ont pas de voix. Et pour la première fois depuis longtemps, en pensant à l'avenir, je pouvais dire en silence « Oui ». Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville nous écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous aimez l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre précieux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande vivement. Il y a tellement plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie, avec amour et respect.